Si tu es un investisseur qui veut se créer un portefeuille boursier sur le long terme et qui veut avoir quelque chose de conservateur, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si c'est ce que tu veux, je te comprends parfaitement parce que c'est exactement ce que moi aussi je voulais. Je voulais avoir quelque chose de solide, quelque chose qui me permette d'arrêter de stresser, quelque chose qui me donne bonne conscience plutôt que de laisser mon argent en banque. Au moins je peux l'investir et je vais la laisser fructifier. Mais j'ai pas envie de tout risquer, j'ai pas envie que ça s'effondre du jour au lendemain, j'ai envie d'avoir quelque chose de solide, quelque chose de vraiment long terme, conservateur qui va durer sur le long terme. Je vais donc dans cette vidéo te partager ce que j'ai découvert, un portefeuille prouvé, efficace sur le long terme, et je te partagerai également mes propres expériences et mes propres investissements pour que peut-être ça puisse te donner des leçons et tout simplement tu pourras voir par toi-même que je mets mon argent là où je mets ma bouche. Et à un moment de la vidéo, je vous montrerai même comment j'ai perdu plus de 1000 € mais bêtement pour que vous évitiez de faire la même erreur. Comme quoi, il est beaucoup plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner. Allez, comme d'habitude, si ce genre de sujet t'intéresse, mets-moi un gros like pour l'algorithme YouTube, abonne-toi et on démarre donc tout de suite. Alors la première chose à avoir dans ton portefeuille, ça peut paraître contre-productif d'avoir ça dans un portefeuille boursier, mais c'est hyper important et tu vas comprendre pourquoi. Ce premier élément, c'est le cash, l'argent liquide. Alors oui, ça peut paraître complètement stupide de garder du cash, mais en l'occurrence, il y a une vraie utilité. Le problème du cash, c'est que, en fait, avec l'inflation, il perd de la valeur. Si on regarde le site de la BCE, on peut voir qu'en décembre 21, on est à 5% d'inflation. L'inflation, c'est juste la hausse des prix. On peut voir que c'est en majorité dans le transport, les énergies de manière générale, l'alcool, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que vous laissez dans votre compte en banque, il perd de la valeur. En soi, si vous avez 1000 € dans un compte, vous avez toujours 1000 € dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais c'est ce que vous pouvez acheter avec ces 1000 € qui va changer. Si par exemple, aujourd'hui, un iPhone coûte 500 €, mais que dans 10 ans, il en coûte 1000, eh bien avec vos 1000 €, aujourd'hui vous pouvez en acheter 2, mais dans 10 ans vous ne pourrez en acheter plus que 1. Et ça c'est valable pour tout ce qui nous entoure. L'énergie, l'essence, bien entendu, on voit que l'essence aujourd'hui explose. C'est valable pour les biens de consommation, c'est valable pour les abonnements, Netflix, téléphone, etc., etc. Bref, vous voyez là où je veux en venir. Et donc plus on garde de cash, plus on accepte que notre argent va perdre de la valeur. Et donc on a envie d'investir le maximum possible. Pour être tout à fait honnête, je vous le dis, moi je suis pas du tout un exemple sur ça. J'ai énormément été pendant très longtemps, en fait j'avais très peur d'investir, et aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, j'ai encore 80% de cash. Alors j'ai quand même pas mal d'investissements mais j'ai aussi beaucoup de cash en fait que j'aimerais investir. Je peux pas le faire d'un coup parce que j'investis déjà pas mal tous les mois je vais pas investir une grosse somme immédiatement. D'ailleurs c'est pas du tout une bonne manière de le faire, et je vous avais d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous expliquais un petit peu comment investir, quel est le meilleur moment pour investir, etc. Mais donc pourquoi je vous parle de cash et quelle part de pourcentage de cash vous devez avoir? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir au maximum 20% de cash de côté, pour plusieurs raisons. Premièrement, vous devez avoir quelques, si possible, mois de dépenses d'avance pour éviter un problème, etc. Si par exemple, moi, demain, je sais pas, je casse mon téléphone ou alors je dois changer mes pneus de voiture ou quoi que ce soit, il faut que j'ai un peu de cash. Je vais pas aller chez le garagiste en donnant des actions ou quoi que ce soit. Donc, j'ai besoin d'un peu de cash pour faire ça. Si peut-être, je sais pas, vous avez un impôt, quelque chose qui tombe, il faut pouvoir le payer. Donc le cash, pour moi, c'est hyper important pour cette première partie. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, moi j'ai 80% de cash, notamment parce que au cours des dernières années, j'ai vraiment accumulé de l'argent. En fait, je ne savais faire que ça, gagner de l'argent, et j'avais pas appris à l'investir. Ça fait déjà maintenant quand même quelques années que j'investis, mais je peux pas tout faire d'un coup. J'ai une méthode bien précise et je vais pas investir tout mon cash d'un coup. Mon objectif, c'est d'atteindre 20% de cash également, donc je vais vraiment dans cette direction-là pour vraiment en fait essayer de bouger le plus mon argent et de l'investir au maximum. La deuxième utilité du cash, ça va être justement de se préparer à un mouvement de marché. Vous savez, aujourd'hui, les marchés donc vont monter ou vont baisser. Le truc, c'est que quand un marché est à la baisse, c'est le meilleur moment d'acheter parce que vous achetez des actions, des obligations, enfin peu importe, vous pouvez investir au meilleur moment juste avant que ça remonte. Vous investissez en fait un petit peu au moment des soldes. Et donc c'est hyper intéressant à ce moment-là d'avoir du cash pour pouvoir tout simplement investir et profiter de cette baisse pour du coup profiter de la hausse à l'avenir. Si vous êtes 100% investi, vous ne pourrez jamais profiter de ces mouvements de marché et donc ça aura probablement un petit impact sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc avoir un peu de cash, ça a du sens pour ces deux raisons. Premièrement,
dans la vie de tous les jours, il faut bien pouvoir payer tous les trucs qu'on a besoin de payer. Et deuxièmement, vous devez pouvoir saisir une opportunité. C'est un petit peu un portefeuille d'opportunités que vous allez garder, qui est là au cas où il y a quelque chose qui se présente, boum, vous pouvez rapidement investir dedans et en profiter. Le deuxième élément, et là, ça, j'en suis vraiment fan, je vous en parle souvent sur cette chaîne parce que je pense vraiment que c'est tout simplement quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est les ETF. Les ETF, en fait, c'est un produit financier qui vous permet concrètement, au lieu d'acheter une action, imaginons Tesla ou Amazon ou Apple, peu importe, eh bien vous allez investir sur un marché. Au lieu d'acheter une action, vous achetez un ETF qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines par exemple. Donc c'est hyper intéressant d'un point de vue de la sécurité parce que vous n'investissez pas que dans une seule entreprise qui pourrait risquer de tout perdre du jour au lendemain. Vous investissez dans des centaines de sociétés et en plus de ça, vous profitez de la performance du marché. Si les 500 plus grosses sociétés américaines croient, votre portefeuille croît tout simplement. D'autant plus que c'est vous qui vous en occupez tout seul. Pas besoin de conseillers financiers, pas besoin de fonds communs de placement qui prennent des frais exorbitants, etc. D'ailleurs, j'ai réalisé une formation gratuite sur YouTube dans laquelle je vous montre comment choisir vos ETF. Je vous inviterai à aller la voir si ça vous intéresse. Au niveau des ETF, il faut comprendre que ça va contenir plusieurs classes d'actifs. Ce que j'appelle classe d'actifs, c'est des actions pour des parts d'entreprise, des obligations, c'est on va dire l'un des produits les plus sécuritaires, c'est une sorte de prêt que vous allez faire à un État et cet État devra vous rendre la somme que vous allez prêter. On peut également avoir des ETF sur l'or, on peut avoir également des ETF sur l'immobilier papier, etc., etc. En fait, dans les ETF, je vais regrouper tout ça. C'est pour ça que dans un portefeuille boursier vraiment long terme, solide comme de la roche, eh bien, je vous recommanderais 70% d'ETF qu'on va répartir ensuite en fonction des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. Et la répartition que vous allez faire à l'intérieur de ces 70% est extrêmement importante. Regardez par exemple, ici, on a un portefeuille qui est 100% actions, là. On a un deuxième, 60-40, qui est un portefeuille très connu, qui est 60%, donc ici, vous voyez, actions, donc US Stock Market, donc c'est les actions, et on a 40% d'obligations, donc on l'a ici. Et le dernier portefeuille, c'est 80% d'actions et 20% d'obligations. Alors pourquoi j'ai fait ces trois portefeuilles? C'est parce que historiquement, les obligations ont tendance à monter quand les actions descendent et vice-versa. Ça veut dire que quand vous avez 100% d'actions, vous allez vous manger les crises en plein dedans. Donc la crise de 2008, vous auriez perdu 50%. La crise du Covid, vous auriez perdu 30%, etc. Par contre, si quand les actions baissent, vous avez tout simplement les obligations qui montent, eh bien, même pendant 2008 où on a perdu 50%, vous auriez peut-être moins perdu comme 20 ou 30%. On va le regarder de toute façon. Et forcément, plus vous allez mettre d'obligations, moins votre performance va être bonne, mais plus le risque de baisse sera réduit. Et donc, ça peut être extrêmement intéressant. Mais on va les comparer comme ça, vous allez voir. Et juste après, je vous parlerai des différents composants que j'ai dans mon portefeuille. Alors, regardez ici la différence. 100% actions, on voit que si on démarre avec 10 000 $, donc là, on est en 77, donc on est sur une période de 50 ans à peu près, entre 77 et 2022, bon à peu près 50 ans. 10 000 $ se transforment en 1 400 000, on a une performance de 11,9% par an et une pire année, donc c'est là où c'est assez élevé, moins 37. Si on regarde 60-40, bon, plutôt 80-20 plutôt, vous voyez que là on tombe à 1,2 million, donc vous voyez que par rapport aux 100% actions où là on a 20% d'obligations, on a à peu près 200 000 en moins de résultats, on perd 0,5%, donc ça va. Par contre, on voyait que la pire année, on passe de moins 37 à moins 25, ce qui est plutôt intéressant en réalité. Et ensuite, on a le 60-40, ici, donc beaucoup plus d'obligations, donc une moins bonne performance. Là, il y a quand même presque 500 000 de différence. 10,9% de performance, ça reste quand même plutôt pas mal. Et une pire année à moins 13. Donc, vous voyez que, en fait, plus on va mettre d'obligations, moins il y aura de risques, tout simplement, vous le voyez ici, mais la performance sera moins bonne. Donc, c'est aussi à vous de voir un petit peu comment vous allez le faire. Mais dans tous les cas, tout ça se fait avec des ETF. On va faire un ETF d'obligations, un ETF d'actions, on peut même faire un ETF sur l'or. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut uniquement avec des ETF. Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait. 70% de ma partie bourse, j'investis dans des ETF. Donc, pour ma part, j'ai à la fois des actions, donc j'investis sur le marché notamment américain. J'ai également, pour ma part, de l'or, donc un ETF sur l'or, pour tout simplement me protéger d'une éventuelle baisse. Et j'ai deux ETF obligataires. J'en ai un sur des obligations moyen terme et des obligations également TIPS, c'est-à-dire corrélées à l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a de l'inflation, comme c'est le cas actuellement, eh bien mes obligations vont augmenter en valeur pour justement annuler l'impact de l'inflation. Donc j'ai ces différents éléments au niveau des ETF qui me permettent tout simplement d'avoir quelque chose de vraiment solide. Encore une fois, pas besoin d'avoir 1 milliard d'ETF parce que vous êtes
être déjà très diversifié au niveau d'un seul ETF. Regardez, si vous avez un ETF sur le marché américain, le S&P 500 par exemple, qui a les 500 plus grosses sociétés, vous avez en un ETF 500 actions de société. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et donc c'est pour ça que je recommanderais toujours à quelqu'un d'investir dans un ETF, parce que investir dans des actions, ça peut être assez risqué. Il suffit que vous choisissiez la mauvaise action et hop, vous perdez tout. Ça peut être d'ailleurs hyper intéressant de prendre une étude de cas. Si on regarde par exemple Air France, regardez, je vais vous montrer parce que c'est vraiment hyper intéressant. Donc hop, je vais prendre Air France ici, voilà, Air France KLM. On regarde que, enfin on peut voir, donc là je vais me mettre en weekly comme ça on verra mieux. Regardez ça, Air France, donc c'est société française. Hop, ici, regardez ça. Si vous aviez acheté, donc même le jour de son introduction en bourse, donc là on est en, hop, on est en 96, vous voyez, même à partir de là, aujourd'hui on est toujours plus bas. Ça veut dire que même les personnes qui ont acheté au jour de l'introduction en bourse, bah, non seulement ils n'ont pas fait de performance, mais en plus de ça, ils ont perdu de l'argent. Et regardez ceux qui ont acheté ici en 2007, ben, là il y a eu la crise en 2007 et le Air France a subi la crise et il n'a jamais repris sa performance. Et donc forcément, on voit que ici, ce qu'on appelle le stock picking, choisir une action comme ça peut être vraiment risqué. Mais si au lieu d'acheter sur une seule action, on avait investi sur le marché français, par exemple un ETF qui reproduit le CAC 40, donc les 40 plus grosses sociétés françaises, on va regarder. Ici, donc CAC 40, on va regarder, donc je vais me prendre ETF, il doit y en avoir, je pense, hein, voilà. Voilà, donc, alors non, là on est sur le S&P 500, alors voilà, je vais faire ça, bon, je vais prendre l'indice, on verra bien. Hop, alors oui, pardon, alors je vais prendre CAC 40 et je vais comparer Air France. Voilà, donc en orange, on a Air France et comme vous pouvez voir, hein, sur la même période, donc là, il y a eu des belles hausses, etc. Mais on voit que le marché français, lui, monte parce qu'il y a d'autres sociétés dedans. Il y a LVMH, bref, il y en a plein d'autres. Et par contre, Air France, lui, a chuté. Donc vous voyez que là, sur cette période, vous auriez eu moins 44% sur Air France contre plus 400% sur le marché français. Donc vous voyez, en fait, choisir une action, ça peut être bien, mais il y a quand même pas mal de risques. Si vous prenez la mauvaise, elle peut descendre à zéro. Alors que le marché français a quand même peu de chances d'aller à zéro. Enfin, si c'est ça, c'est vraiment un petit peu le bordel dans le monde entier. Donc voilà, je pense qu'il y a peu de chances quand même. Donc c'est pour ça que moi, je recommande vraiment d'investir sur des ETF. Même si, bien entendu, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je tiens à le préciser. Cette vidéo, c'est simplement mon retour d'expérience par rapport à comment moi j'investis. Ensuite, le troisième élément que vous allez pouvoir mettre dans ce portefeuille, alors là, ça va être plutôt facultatif. Pour ma part, d'ailleurs, je n'en ai même pas parce que ça ne m'intéresse pas et je vais vous expliquer pourquoi. Ce dernier élément, c'est des actions à dividendes. Le but de ces actions, c'est bien entendu de progresser comme toute action, mais c'est d'abord et avant tout de sélectionner ces actions parce qu'elles vont vous reverser en fait des dividendes tous les trimestres, tous les ans, peu importe. En gros, le dividende, c'est quoi? C'est la part du bénéfice que l'entreprise a réalisé sur l'année, par exemple, en fonction du nombre d'actions que vous détenez de cette société. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça peut vous faire une réelle rente passive. Imaginons que vous avez beaucoup d'actions d'une société, et bien tous les mois, vous pouvez avoir en dividende, par exemple, 1000 ou 2000 euros qui tombent tous les mois, sans avoir besoin de revendre vos actions. C'est juste la part du bénéfice que la société a réalisé et qu'elle vous reverse. Mais bien entendu, les sociétés reversent les parts de bénéfices qu'elles veulent et toutes les actions ne vont pas reverser des dividendes premièrement et en plus de ça, toutes ne vont pas reverser beaucoup de dividendes. Mais pour ça, j'ai voulu vous prendre un exemple qui est Total Energy par exemple, qui a une assez bonne réputation au niveau du versement des dividendes. Donc, vous pouvez voir ici que l'action coûte 58 $, donc c'est plutôt intéressant. Et quand on va voir donc au niveau des dividendes, ici, donc dividende history, on peut voir en fait que chaque année, donc, on voit que les dividendes sont reversés tous les trimestres à peu près, hein, on les voit ici. Donc vous voyez par exemple en 2021, il y a eu le 30 décembre, ici il y a le 17 septembre, etc. Et en fait on peut voir que chaque année, par exemple en 2021, pour une part de cette société-là, donc 58 $ en l'occurrence, vous auriez gagné en dividendes seulement 3 $, ce qui est plutôt vraiment intéressant. Donc en effet, là, vous dites, bon, 3 $ c'est rien, mais imaginez par exemple avoir 1000 parts de cette société, donc vous avez 58 000 ici, bah, eh bien, vous auriez touché tout simplement 3000 $ au cours de l'année avec cette société. Donc, ça reste quand même intéressant. On peut vraiment se faire un revenu passif avec les dividendes. Et il n'y a pas que les sociétés que vous pouvez faire avec cette stratégie de dividendes. Vous avez même des ETF qui vont reverser les dividendes. Par exemple, si je prends celui-ci, le iShare Core S&P 500, eh bien, en fait, quand on va voir ces dividendes, donc dividende history juste ici, on peut voir qu'il reverse des dividendes, mais bien souvent les ETF c'est un peu moins intéressant. Vous voyez que là on touche 5,7 $
pour une part de cet ETF, mais la part est de 442. Donc, donc en fait, si vous voulez, la part du dividende est très faible parce que si vous avez deux parts, donc vous avez par exemple à peu près 1000 euros sur cet ETF, vous gagnez 10 $. Alors que en l'occurrence, si vous avez ici 1000, c'est-à-dire que vous en avez 20, vous gagnez beaucoup plus. Vous voyez? Donc, il faut quand même comparer en fait combien vous payez pour avoir une part par rapport aux dividendes que vous recevez. Ici, c'est pas très intéressant et c'est pour ça que c'est mieux de sélectionner quand on a une stratégie de dividende les sociétés au cas par cas. Pour un bon portefeuille, 5% à ne pas dépasser, c'est bien si vous achetez dans des actions individuelles. Et si par contre vous achetez dans des ETF qui distribuent les dividendes, là vous pouvez le rajouter dans les 70% tout simplement. Maintenant, pourquoi moi ça m'intéresse pas? Le problème en fait de ça, c'est que quand vous avez des dividendes, c'est un revenu que vous percevez. Ça veut dire que ce revenu-là, il faudra payer des impôts. Et en France notamment, on a des impôts qui sont à hauteur, vous le voyez ici, de 30%. Il y a 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Et le problème, c'est que quand on est dans une phase d'accumulation de capital, vous n'avez pas forcément pour objectif de gagner de l'argent, mais vous voulez juste le placer pour le faire fructifier, eh bien, vous n'avez aucune raison de sortir les bénéfices parce que vous allez être imposé dessus. Puisque, bien entendu, dans tous les cas, vous allez avoir des dividendes, qu'ils sont distribués ou pas. Si une action ne reverse pas ses dividendes, ils vont être ce qu'on appelle réinvestis. Et donc, du coup, ça augmentera votre part dans la société, ça ne fera pas sortir les dividendes et ils ne seront pas imposés. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est pour ça que je n'achète aucune action ni aucun ETF qui distribue les dividendes. Je préfère en fait que les dividendes soient réinvestis. Et comme les dividendes sont réinvestis, ça va me permettre de gonfler mon patrimoine et d'aller beaucoup plus vite. Et quand peut-être j'en aurai besoin et que je voudrais récupérer une part de cet argent, eh bien à ce moment-là, je paierai des impôts, mais plus tard quand j'aurai fait une bonne performance. C'est d'ailleurs ce que explique Warren Buffett dans sa biographie, l'effet boule de neige. En fait, c'est exactement ça. Donc c'est un pavé, si vous voulez le lire, à vous de voir. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer vos dividendes et de vous payer là tout de suite maintenant, eh bien vous réinvestissez votre paye et vous la faites fructifier encore et encore et encore, comme une boule de neige que vous allez faire rouler qui va grossir avec le temps. Plus vous tenez dans le temps et que vous réinvestissez vos dividendes, plus votre capital aura de chances de grossir et de grossir beaucoup plus vite au cours des prochaines années. Donc les dividendes, ça peut vraiment être intéressant quand peut-être vous êtes à l'âge de la retraite et que vous voulez commencer à gagner de l'argent de vos investissements. Là, ça peut être bien. Vous investissez dans des actions. Tous les ans, vous recevez vos dividendes et vous vivez avec vos dividendes. À ce moment-là, c'est nickel. Vous êtes complètement rentier parce que vous n'avez plus besoin de travailler. C'est les sociétés qui travaillent et qui vous reversent des parts de dividendes. Donc là, c'est super intéressant. Mais quand on est plutôt jeune comme moi, j'ai aujourd'hui 24 ans, c'est pas vraiment intéressant parce que on travaille dans la vie active, on a de l'énergie, on peut travailler et autant mettre cet argent-là, le faire fructifier et quand moi j'aurai l'âge de la retraite, à ce moment-là, je récupérerai mes dividendes pour tout simplement me la couler douce entre guillemets. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Quatrième partie de ce portefeuille, je sais que ça va en faire tiquer plus d'un, mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est les crypto-monnaies. J'avais fait un sondage sur mon groupe Telegram qui se trouve d'ailleurs juste ici. Et en fait, j'avais posé la question. Je leur ai dit, je suis curieux, qui parmi vous possède des crypto-monnaies? Et là, en fait, 66% des personnes qui ont répondu au sondage m'ont dit j'en ai. 3% m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas et 31% quand même m'ont dit non, je ne comprends pas. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de parler de ça dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de crypto-monnaie, non pas parce que ça ne les intéresse pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose d'assez facile à comprendre quand on s'y met, quand on se penche un peu dessus et de surtout vraiment hyper intéressant sur le long terme. Aujourd'hui, il y a plein de types de crypto-monnaies, mais le plus important à comprendre, c'est, on va dire, l'écosystème autour de ça. C'est vrai que les crypto-monnaies, moi j'y crois beaucoup et quand on commence à se pencher sur le sujet, on a du mal à penser que ça ne va pas se développer vraiment à l'avenir et que le monde ne va pas aller dans cette direction-là. Il y a énormément d'avantages et je pense vraiment qu'aujourd'hui on est au début de tout ça. Et d'ailleurs, par exemple, si on va sur ce site-là, Statista, on voit que le nombre d'utilisateurs de portefeuille est exponentielle au cours des dernières années. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2022, on a atteint, donc là c'est uniquement Bitcoin, on atteint à peu près les, vous voyez, 80 millions d'utilisateurs. C'est à peu près l'équivalent d'Internet en 1997. Et souvenez-vous ce que les gens disaient. Alors moi, je suis né en 97, donc je peux pas m'en souvenir, mais il y a des images d'archives. Ce que les gens disaient en 97 sur Internet, les gens avaient peur. Ils se disaient que ça allait être un bide, etc., etc. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi des gens un petit peu fous, 100 millions en l'occurrence, qui y croyaient
croyaient dur comme fer. Eh bien en fait aujourd'hui c'est exactement la même chose. On est une minorité dans le monde à croire à fond dans les crypto-monnaies. Mais par contre la courbe d'adoption elle est exponentielle. Tous les ans il y a à peu près 100 à 110% de nouveaux utilisateurs qui rejoignent l'écosystème des crypto-monnaies. Et donc si ça continue comme ça, on va vraiment en fait avoir de beaucoup plus d'acteurs qui rentrent sur le marché, notamment des grosses sociétés. On avait notamment vu Tesla qui était rentré en achetant du Bitcoin. On a vu de plus en plus de gouvernements qui s'y intéressent, des grosses sociétés comme Disney qui parle de faire un métaverse, comme Microsoft qui rachète Activision qui a pour objectif de faire un métaverse, Facebook qui transforme sa société en méta pour justement faire un métaverse. Enfin bref, tout ça en fait nous montre que on va vraiment aller en fait vers ce monde-là. Et même si aujourd'hui on n'est qu'au début et qu'on paraît un petit peu fou parce qu'on est entre 80 et 100 millions tout simplement, donc on est une minorité, ça peut vraiment prendre. Et vous allez voir que dans ma stratégie d'un portefeuille long terme et solide, ça n'a même pas d'importance que ça monte ou que ça descende. L'objectif, c'est simplement d'investir 5% maximum. Comme ça, si ça explose, vous êtes dedans et vous en profitez. Mais si ça chute, eh bien vous perdez 5%, ce qui est plutôt plus ou moins extrêmement acceptable. En l'occurrence, pour ma part, j'ai à peu près 3,7% aujourd'hui de mon patrimoine en crypto-monnaie. J'essaye d'investir dans différentes crypto-monnaies et pas des petits projets dont je comprends rien, mais vraiment les plus grosses crypto-monnaies. On a le Bitcoin, l'Ethereum, j'ai un peu de Solana, de ADA, donc Cardano, j'ai un peu d'XRP également. Donc en fait, regardez, quand on va sur CoinMarketCap, ici, on peut voir un petit peu la taille des crypto-monnaies. On peut voir ici que le Bitcoin, il est à 800 milliards de capitalisation. L'Ethereum, 344 milliards. Alors Tether, je ne le compte pas parce que c'est un stablecoin, c'est un petit peu à part. BNB, 65 milliards. USDC, pareil. XRP, on a 38 milliards. Cardano, 34 milliards. 30 milliards pour Solana, etc. etc. Alors, bien entendu, si c'est la première fois que vous voyez ça, vous demandez qu'est-ce que c'est que ces projets, il y en a plein, etc. C'est pas le plus important. Le plus important à regarder, c'est regarder la capitalisation. 800 milliards. 800 milliards, c'est gigantesque. Et il y a des chances que tout simplement ça continue d'évoluer à la hausse s'il y a des centaines de millions de nouveaux utilisateurs qui viennent rejoindre l'écosystème et qui achètent des bitcoins et donc le rendent plus rare et donc augmentent sa capitalisation. Donc voilà, en fait, l'idée c'est simplement de se dire si ça évolue dans le bon sens, on est dedans. Si ça n'évolue pas dans le bon sens, eh bien on quitte cet écosystème. C'est la décision que j'ai décidé de prendre. J'ai vraiment pris au cours des derniers mois, j'ai vraiment pris le temps de me former, d'apprendre pour pas être ce que j'appelle un vieux con entre guillemets. Vous savez, les personnes qui restent sur leur position en disant non c'est de la merde, ça marchera jamais, ou alors non moi je reste au billet papier, ou alors moi je reste avec ma carte bleue, j'aime bien le physique, etc. Les personnes en fait qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas vivre avec leur temps entre guillemets. Et donc ça existe dans plein de situations. Et pour ma part, je veux pas être cette personne-là. Je veux profiter des nouvelles technologies. Si je vois que le monde va vers quelque chose, je vais pas aller à contre-courant. Je vais pas me mettre dos au mur. Je vais suivre le mouvement. Je vais essayer de regarder les nouvelles technologies, aller dedans, etc. C'est comme si aujourd'hui vous disiez non, moi les téléphones, les réseaux sociaux, j'aime pas. Moi je préfère encore envoyer des lettres, etc. Bah, c'est un petit peu pareil. Et dans un sens, encore une fois, on ne sait pas si ça va être le prochain Internet. Moi, j'y crois, mais on ne sait pas. Donc, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On ne met pas 100% de son capital dans des crypto-monnaies, bien entendu. Mais 3 à 5%, ça peut être intéressant pour profiter de ça et tout simplement faire fructifier son capital avec quelque chose qui est qu'à ses débuts. Le dernier point de ce portefeuille, c'est les 5% qui nous restent, c'est les petites folies. Et ça, j'adore ça parce qu'il y a plein d'autres choses dans lesquelles vous pouvez investir. Ça peut être des petits projets de crypto-monnaie que vous découvrez, ça peut être une action par exemple dans laquelle vous croyez vraiment. Bref, peu importe. C'est pas des ETF parce que ETF, vous l'avez compris, c'est très sécuritaire. Ça peut être voilà, des actions, des crypto-monnaies, etc. Et en fait, là, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est pour ça qu'on ne dépassera pas 5%. C'est le principe du risque asymétrique. Regardez, pour vous l'expliquer, je vais prendre deux billets ici. Imaginons que ces deux billets, ce soit la totalité de votre capital. Ok, donc votre capital, c'est 100%, donc 100 euros. On a deux possibilités. Vous voyez une énorme opportunité qui est par exemple une nouvelle crypto-monnaie ou peu importe. Vous avez deux réactions. Soit vous dites ok très bien, enfin trois réactions. Soit j'investis rien. Dans ce cas-là, vous retrouvez toujours avec vos 100 euros et comme on l'a vu, vos 100 euros petit à petit vont perdre de la valeur. Deuxième réaction possible, vous investissez tout. Si le truc fonctionne, si cette opportunité fonctionne, vous faites x100
et vous vous retrouvez cette fois-ci avec énormément d'argent. Mais si ça ne marche pas, vous perdez tout et vous vous retrouvez avec zéro. Vous n'avez plus du tout de capital, donc vous vous retrouvez à la rue entre guillemets. Maintenant, l'autre réaction qui est la réaction bonne à avoir, c'est le principe du risque asymétrique. Vous prenez votre capital, vous le divisez en deux par exemple, même si vous l'avez compris dans notre exemple c'est 5%. Mais là vous le divisez en deux, donc vous prenez 50%, il vous reste toujours ça vous le gardez en cash, vous le mettez là et vous le gardez en cash. Ces 50% vous les placez sur ce projet à potentiel x100. Si ça marche, vous faites x100 sur la moitié de votre capital. Ça veut dire que c'est bien, vous avez fait un gros coup, c'est déjà pas mal. Mais si ça ne marche pas, il ne vous reste plus que 50%, mais vous ne redémarrez pas de zéro. Ça veut dire que vous pouvez tout simplement gagner beaucoup, mais vous ne prenez pas de risque parce que vous ne risquez pas tout votre capital. Et c'est ça le principe du risque asymétrique. Vous prenez 5%. Si sur ces 5% de votre capital, ça fait x1000, x2000, comme on l'a déjà vu dans certaines crypto-monnaies, eh bien c'est génial, vous avez gagné énormément d'argent. Pas autant que si vous aviez mis 100 000, mais vous n'avez pris aucun risque. À l'inverse, si ça ne marche pas parce que on ne sait jamais, eh bien vous avez perdu que 5%. Donc le risque est minime alors que le gain est immense et donc ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Bien entendu, on parle ici de portefeuille boursier, mais ça peut être la même chose si vous voulez investir par exemple dans des sociétés en tant que business angel, etc. Faire des petits principes d'investissement comme ça, des petites touches avec le fait la conscience de dépenser peu d'argent, ça peut être hyper intéressant et pour ma part c'est ce que je fais. J'alloue une petite partie de mon capital dans des petits projets comme ça qui débutent, qui peuvent bien entendu tout perdre, mais qui peuvent aussi vraiment exploser. Et c'est en même temps marrant parce que c'est un petit jeu, on s'amuse, etc. Et je pense que c'est aussi important de dynamiser un petit peu, de prendre un peu de risque, de s'amuser, d'avoir un petit peu cette adrénaline. Alors après, soit vous aimez pas. Mais moi, c'est vrai que cette petite adrénaline de me dire, tiens, j'investis un peu d'argent, je peux tout perdre, mais par contre, ça peut faire x100. J'adore ça. Alors, je le ferai jamais avec tout mon capital, bien sûr, mais avec un petit peu d'argent, il y a du sens et ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur un portefeuille conservateur vous a plu. J'attends dans les commentaires votre retour par rapport à ça. Dites-nous un petit peu si vous avez investi, qu'est-ce que vous avez investi, dans quoi vous avez investi. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai fait une formation gratuite qui est vraiment bien. Vous allez voir, il y a 4 vidéos. Je vous invite à la découvrir. Ça vous permettra de comprendre quand investir, comment investir. Je vous montrerai d'ailleurs même en live. J'ai investi plus de 6 000 $ en live. Comme ça, vous verrez concrètement comment on fait, que n'importe qui peut le faire avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Voilà, si vous voulez y accéder, vous pouvez cliquer sur l'image qui est juste ici ou le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.